C'est étrange de penser qu'il existe encore aujourd'hui de véritables endroits sauvages, intacts, dans le monde tel que nous le connaissons. Pratiquement chaque recoin de la planète a déjà été photographié depuis l'espace. Des routes, des villages, des liaisons aériennes atteignent aujourd'hui des zones qui étaient autrefois totalement coupées du reste du monde. Pourtant, les montagnes ont toujours formé des barrières naturelles, et quelques rares chaînes ont réussi à résister à presque tout ce qui a été construit tout autour. Certaines cachent encore des sommets que personne n'a jamais gravis, des intérieurs à peine cartographiés et des vallées qu'aucune expédition connue n'a jamais traversées. Alors je t'invite à me suivre à travers certaines des dernières chaînes de montagnes vraiment vides qu'il reste sur Terre. Ce sont des endroits que presque aucun d'entre nous ne pourra jamais atteindre en vrai, mais grâce à Google Earth, on peut quand même les explorer depuis les airs. Et plus on avancera dans ce classement, plus chaque chaîne deviendra reculée, difficile d'accès et vide. La chaîne en 8e position se trouve dans l'une des zones frontalières les plus dangereuses du Sahara et conserve des preuves solides que ce désert était autrefois vert. Celle en 5e position a été découverte par pur hasard en 1966, quand deux alpinistes, debout au sommet d'un autre pic, ont aperçu une ligne d'horizon inconnue à environ 113 km de distance. Et les montagnes qui closent ce classement portent le nom presque comique de chaîne du comité exécutif, qui sonne davantage comme un service administratif que comme une chaîne de montagnes. Et il s'agit peut-être bien de l'endroit le plus vide de toute la planète. Pour l'instant, commençons par la chaîne qui occupe la 9e place. Notre point de départ se situe à l'extrême ouest de la Chine, où la chaîne de l'Altin s'élève au-dessus d'une vaste étendue sauvage de haute altitude, sans ville, presque sans route permanente et quasiment sans présence humaine. Le paysage reste vide sur des centaines de kilomètres dans toutes les directions. Voici la chaîne qui occupe la 9e place. En observant les montagnes de l'Altine sur Google Earth, ce qui frappe le plus, ce n'est pas ce qu'on voit sur la carte, mais tout ce qui en est absent. Dans cette immense zone protégée de l'ouest chinois, il n'y a ni ville, ni réseau habituel de routes ou de villages. À la place, le territoire est surveillé par quelques postes de gardes forestiers et pistes de patrouille qui traversent l'un des terrains les plus élevés et les plus isolés de toute l'Asie. La réserve naturelle nationale des montagnes de l'Altin s'étend sur environ 45 000 km². Son altitude moyenne avoisine les 4 580 mètres, un niveau où l'air ne contient qu'environ la moitié de l'oxygène disponible au niveau de la mer. L'ensemble de la réserve est géré par une équipe d'à peine 70 personnes. Certains gardes parcourent plus de 400 km lors d'une seule patrouille. En été, les marécages peuvent transformer le trajet entre deux postes en une expédition de plusieurs jours. En hiver, les températures peuvent descendre jusqu'à moins 40 degrés. Mais il s'agit d'un vide particulier, car l'absence quasi totale d'êtres humains a permis à presque tout le reste de prospérer. On estime que plus de 65 000 antilopes du Tibet et environ 12 000 yaks sauvages vivent ici, aux côtés d'ânes sauvages, de léopards des neiges, d'ours bruns et de loups. Des gardes ont raconté avoir observé des troupeaux d'antilopes traverser le plateau, suivis discrètement par des loups. Le paysage lui-même alterne entre lacs alpins, terrains volcaniques, formations karstiques anciennes et l'un des déserts les plus hauts du monde. Les montagnes de l'Altine ne sont donc pas vides de vie. Elles sont seulement vides de nous. Et c'est justement pour cela que tant d'espèces sauvages ont réussi à y survivre. En quittant les étendues sauvages de haute altitude de l'Altin, direction maintenant, à des milliers de kilomètres à l'ouest, un massif sombre et solitaire qui se dresse en plein Sahara. Rien ne l'entoure, ni village, presque pas d'eau, seulement des centaines de kilomètres de désert à perte de vue. Voici la chaîne en 8e position. Jebel Wena signifie la montagne des petites sources, un nom curieux pour une montagne située dans l'une des régions les plus arides du globe. Elle se trouve exactement à l'endroit où se rencontrent les frontières de l'Égypte, de la Libye et du Soudan et apparaît sur Google Earth comme une île sombre perdue au milieu de centaines de kilomètres de désert. Aucun village sur la montagne, aucune route publique ne la traverse et pratiquement aucune présence humaine régulière. Ces sommets culminent à environ 2000 mètres. Mais ce qui est vraiment frappant, c'est leur forme. Wenat, c'est en réalité deux montagnes distinctes soudées en une seule. La moitié occidentale s'est formée par activité volcanique et s'enroule autour d'un ancien cratère, tandis que la moitié orientale est surtout composée de plateaux gréseux, entaillés de vallées sèches. Aujourd'hui, le désert environnant reçoit moins de 100 mm de pluie par an. Certaines zones du massif ne comptent presque aucune végétation. Mais cachés dans ces grottes et abris rocheux se trouvent
des preuves solides que le Sahara n'a pas toujours été ainsi. Des milliers de peintures et de gravures préhistoriques représentent des humains et de grands animaux qui vivaient ici à une époque où des prairies et une eau abondante recouvraient encore certaines parties du désert. Même la roche conserve des traces d'anciennes rivières, de sédiments humides et d'organismes disparus depuis des milliers d'années. C'est ce qui rend Jebel Wena si extraordinaire. Elle compte aujourd'hui parmi les montagnes les plus vides d'Afrique, mais ses parois de pierre gardent encore le souvenir d'une époque où ce désert débordait de vie. Après une montagne qui préserve le souvenir d'un Sahara plus vert, direction l'autre côté de l'Atlantique, vers cette pointe de Patagonie battue par les tempêtes. Ici, forêt tempérée, fjords profonds et immenses champs de glace encerclent un massif quasiment coupé de tout accès humain habituel. Voici la chaîne en 7e position. La cordillère Sarmiento se trouve à seulement une soixantaine de kilomètres à l'ouest de Puerto Natales, l'une des principales portes d'entrée touristiques de la Patagonie. Mais concrètement, ces 60 kilomètres pourraient tout aussi bien représenter un océan entier. La chaîne forme une étroite bande de tours rocheuses escarpées, de glaciers et de forêts tempérées, encerclées de fjords sur 3 côtés. Y accéder par voie terrestre est considéré comme quasiment impensable. Les expéditions arrivent en général par bateau, en affrontant une mer agitée, puis se fraient un chemin à travers une forêt détrempée, avant de finalement grimper sur des champs de glace qui restent noyés dans les nuages presque toute l'année. Le premier alpiniste à avoir exploré cette chaîne a écrit plus tard qu'une fois arrivé au pied des montagnes, son premier défi avait tout simplement été de réussir à les voir à travers le brouillard. Lors d'une expédition de 45 jours en 1992, l'équipe n'a compté que 4 journées qu'elle a jugées vraiment bonnes. Une tente a été emportée par le vent. Des tempêtes ont piégé les alpinistes dans une grotte de neige pendant 5 jours d'affilée et à un moment, le vent a même soulevé du sol un homme d'environ 100 kilos avant de le projeter au sol. Ce même climat explique aussi une chose étrange à propos des cartes de la région. Pendant des décennies, pas un seul élément du paysage de la cordillère Sarmiento n'avait de nom officiel. Les alpinistes ont dû baptiser eux-mêmes les sommets, les glaciers et les lacs au fur et à mesure qu'ils exploraient lentement la chaîne. Les fjords environnants portent une longue histoire liée au peuple Kaweskar, mais l'intérieur englacé de la montagne reste sans habitants, permanent, sans route, avec des vallées qu'aucune expédition documentée n'a jamais parcourues. La cordillère Sarmiento n'est pas vide parce qu'elle est incroyablement lointaine. Elle est vide parce que la Patagonie a bâti tout autour d'elle un rempart fait de forêts, d'océans, de glaces et de tempêtes presque permanentes. En quittant les fjords balayés par les tempêtes et les tours englacées de la Patagonie, direction l'ouest de la Nouvelle-Guinée, de l'autre côté du Pacifique, où un bloc isolé de montagnes calcaires s'élève sous une épaisse forêt tropicale. Son intérieur est coupé de la chaîne montagneuse principale de l'île, sans route, sans village, et avec de vastes zones étudiées seulement très récemment par les scientifiques. Voici la chaîne en 6e position. Les montagnes de Kumawa ressemblent moins à une véritable chaîne montagneuse qu'à un bloc compact de forêt tropicale tombé sur la pointe ouest de la Nouvelle-Guinée. De vastes plaines proches du niveau de la mer les séparent de la chaîne montagneuse principale de l'île. Aucune route ne mène à l'intérieur des hauteurs, aucun établissement permanent, à peine quelques sentiers. Sous la forêt se cache un calcaire poreux, si bien que l'eau de pluie disparaît souvent sous terre plutôt que de former des rivières. Même dans l'un des environnements les plus pluvieux du monde, une expédition peut avoir du mal à trouver de l'eau potable. Cet isolement a préservé intact un écosystème que les scientifiques avaient à peine commencé à étudier. Avant les années 80, on ne savait presque rien des oiseaux vivant ici. Au fil des décennies suivantes, seule une poignée d'ornithologues est parvenue à atteindre la forêt d'altitude. Puis, lors du dernier jour d'une expédition en 2014, des chercheurs ont capturé un petit oiseau noir et blanc, aux plumes teintées de jaune, qu'aucun d'entre eux n'a réussi à identifier. Il s'agissait en réalité du méliphage satiné, seulement la 2e nouvelle espèce d'oiseau formellement décrite en Nouvelle-Guinée en environ 80 ans. Les scientifiques sont revenus en 2017 et ont passé 22 jours supplémentaires dans les montagnes. Ils n'ont trouvé que 3 individus de plus. Les 4 oiseaux jamais capturés étaient tous des mâles. La femelle de l'espèce n'a encore jamais été identifiée, et même son chant reste inconnu. C'est sans doute la meilleure preuve du vide de ces montagnes. Dans un monde presque entièrement cartographié par satellite, l'intérieur de Kumawa est resté suffisamment isolé pour dissimuler une espèce entière d'oiseaux jusqu'au XXIe siècle. Et aujourd'hui encore, la moitié de son histoire demeure inconnue. Après une chaîne forestière qui a réussi à cacher toute une espèce d'oiseau jusqu'au XXIe siècle, on retraverse le Pacifique, direction l'Alaska cette fois. Ici, des pics de granit acérés dominent d'immenses glaciers, dans une région tellement méconnue que des alpinistes n'ont découvert la chaîne que par pur hasard, en se trouvant au sommet d'un autre pic à environ 113 km de là.
Voici la chaîne en 5e position. Les montagnes Révélation ont l'une des histoires de découverte les plus accidentelles de tout ce classement. En septembre 1966, 2 alpinistes ont atteint le sommet du Kishatna Spire, à environ 113 km de là. Alors que le soleil se couchait, ils ont aperçu au loin une ligne d'horizon totalement inconnue, faite de pics bleutés et déchiquetés. Ils n'étaient pas venus chercher une nouvelle chaîne de montagnes. Ils ont simplement regardé dans la bonne direction, depuis le sommet d'une autre montagne. L'été suivant, la première expédition d'alpinisme s'est envolée vers les Révélations et a atterri directement sur un glacier. Le paysage était tellement spectaculaire que l'équipe a baptisé les sommets au fur et à mesure, avec des noms comme l'Ange, Golgotha, Apocalypse et les 4 cavaliers. Mais la meilleure preuve du vide de cet endroit est venue avec l'arrivée du pilote de remplacement. Il pilotait un appareil qu'il n'avait encore jamais manœuvré et a localisé le campement avec pour seul repère une croix tracée sur une carte à grande échelle. En apercevant le glacier, il a trouvé la piste d'atterrissage bien trop courte. Il ne s'est décidé à se poser qu'en voyant 4 alpinistes courir sur la glace pour lui indiquer où atterrir. Plus d'un demi-siècle plus tard, on continue de réaliser des premières ascensions dans ces montagnes. Rien qu'en 2019, des alpinistes ont atteint plusieurs sommets encore jamais gravis et ont même découvert qu'un pic jugé mineur était en réalité plus haut que la montagne voisine. Les montagnes Révélation ne sont pas cachées sur un continent inconnu. Elles se trouvent en Alaska. Et pourtant, elles sont restées ignorées jusque dans les années 60. Aujourd'hui encore, y accéder implique le plus souvent de poser un petit avion directement sur la glace. Après une chaîne découverte par pur hasard depuis un sommet voisin, direction maintenant, tout au nord, l'Arctique. Ici, des pics acérés s'élèvent sur l'île d'Ellesmer, à plus de 800 km de la communauté permanente la plus proche, dans un paysage que seuls quelques vols occasionnels, des équipes scientifiques et des expéditions minutieusement préparées parviennent à atteindre. Voici la chaîne en 4e position. Le nom de chaîne de l'Empire britannique évoque un lieu couvert de monuments, de routes et de vieux bâtiments administratifs. Elle s'élève en réalité au nord de l'île d'Ellesmer, à seulement environ 885 km du pôle Nord. Son plus haut sommet, le pic Barbeau, culmine à 2616 mètres. Mais pour y arriver, tout commence bien avant l'ascension elle-même. Il faut d'abord prendre l'avion jusqu'à Resolute Bay, puis affréter un avion équipé de skis pour rejoindre le parc national Kootenay-Park. Un vol aller-retour vers le parc coûte aujourd'hui l'équivalent d'environ 70 000 $, et se poser plus loin à l'intérieur coûte encore plus cher. En 2017, une expédition s'est posée directement sur la calotte glaciaire près du Barbeau. Les alpinistes ont rapporté que les cartes topographiques n'étaient pas fiables, que les images satellites utilisables étaient quasiment inexistantes, et que leur boussole pointait vers le sud-ouest, en direction du pôle magnétique plutôt que vers le vrai nord. Même l'emplacement exact du pic Barbeau est resté incertain pendant des décennies. Différentes expéditions ont placé le plus haut sommet de la région à plusieurs kilomètres d'écart d'une carte à l'autre, jusqu'à ce qu'une équipe utilise le GPS associé à un ancien registre de sommets pour confirmer de quel pic il s'agissait réellement. Le plus étonnant, c'est que des sommets encore jamais gravis se trouvaient-on juste à côté. L'équipe de 2017 a réalisé plusieurs premières ascensions à vue du plus haut sommet de tout l'Arctique. Le paysage environnant conserve des traces archéologiques du passage de populations humaines depuis des milliers d'années. Mais aujourd'hui, l'intérieur de la chaîne ne compte aucun village, aucune route et presque aucune présence humaine régulière. L'Empire britannique a autrefois couvert près d'un quart du globe. Sa chaîne de montagnes homonyme, elle, est presque entièrement vide. En quittant la chaîne de l'Empire britannique, un lieu où même les cartes et les boussoles cessent d'être fiables, on traverse l'Arctique jusqu'à l'est du Groenland. Ici, les plus hautes montagnes de l'île surgissent directement d'une immense calotte glaciaire, sans route, sans habitants, avec un accès qui a autrefois nécessité avions, traîneaux à chiens, bateaux, hélicoptères et largage de vivres, souvent tout à la fois. Voici la chaîne en 3e position. La chaîne Watkins abrite les plus hautes montagnes du Groenland, mais pendant l'essentiel de l'histoire humaine, personne ne savait même qu'elles existaient. La chaîne surgit de l'intérieur englacé de l'est du Groenland, ces sommets sombres émergeant des glaciers comme des îles dans une mer gelée. Aucune route, aucun habitant et aucun itinéraire terrestre réaliste à travers la glace environnante. Gino Watkins a repéré la chaîne pour la première fois depuis un avion en 1930. 5 ans plus tard, une autre expédition a finalement réussi à l'atteindre et a réalisé la première ascension du Gunnbjörnfjeld, le plus haut sommet du Groenland et le point culminant le plus septentrional, situé au nord du cercle polaire arctique. Mais la meilleure démonstration du vide de ces montagnes remonte à 1969.
quand 6 explorateurs ont tenté de trouver un accès à la chaîne depuis le nord. Ils ont commencé par un vol affrété, poursuivi en traîneau à chien, puis sont passés à un petit bateau lorsque la banquise s'est brisée, avant de finalement recourir à un hélicoptère, quand progresser davantage sur la surface est devenu impossible. De là, ils ont traîné leur équipement à travers la calotte glaciaire et ont reçu des vivres supplémentaires largués en parachute. Après tout cet effort, ils se sont retrouvés à seulement 32 km de leur objectif principal. Ils n'ont même pas réussi à apercevoir la montagne à travers un blanc absolu permanent, et l'expédition a dû rebrousser chemin sans jamais l'atteindre. C'est exactement ce qui vaut à la chaîne Watkins sa 3e place. Rien que pour en atteindre les abords, il fallait déjà mobiliser presque tous les moyens de transport arctique existants, et la montagne restait malgré tout dissimulée derrière la glace, la distance et un climat impitoyable. En quittant les plus hautes montagnes du Groenland, où une expédition peut encore aujourd'hui disparaître dans un blanc absolu à quelques kilomètres de son objectif, direction l'est, vers le nord de la Sibérie. Un immense système montagneux s'étend ici sur toute la péninsule de Taïmyr, sans village, presque sans route, et avec des sections entières restées mal cartographiées jusque tard dans l'ère moderne. Voici la chaîne en 2e position. Les monts Biranga ne sont pas particulièrement hauts. Leur point culminant n'atteint qu'environ 1125 mètres. Ce qui les rend extraordinaires, c'est Khorol et c'est leur longueur. Ils s'étirent sur environ 1100 km le long du nord de la Sibérie, presque aussi long que les Alpes, sans un seul établissement permanent sur toute cette distance. Ils forment le système montagneux le plus septentrional de tous les continents, encerclé par la toundra, les zones humides et l'océan Arctique. Aucune route ne traverse la chaîne, et la plupart des trajets vers son intérieur dépendent encore aujourd'hui d'hélicoptères, de bateaux ou de longues expéditions scientifiques. Les Birangas sont apparus pour la première fois dans des récits d'expéditions au XVIIIe siècle, mais de vastes portions sont restées mal comprises pendant encore 200 ans. Jusque dans les années 50, les géographes pensaient que ces montagnes ne comptaient en aucun glacier. Puis des chercheurs en ont découvert près d'une centaine cachés parmi les crêtes orientales. Certains de ces glaciers sont aujourd'hui reconnus comme les glaciers de montagne continentaux les plus septentrionaux de la planète. Et malgré cela, les cartes restaient en fausses. Pendant des décennies, le mont Lednikovaya a été désigné comme le point culminant de toute la chaîne. Des mesures prises dans les années 90 ont montré qu'il était en réalité plus bas qu'on ne le pensait, et que le véritable sommet le plus élevé se trouvait dans un tout autre massif, à plus de 100 km plus à l'est. C'est pour cela que les Birangas occupent la 2e place. Il s'agit d'un système montagneux de 1100 km, tellement vide que l'humanité y a négligé ses glaciers et localisé au mauvais endroit son point culminant, jusque tard dans l'ère des satellites. Mais pendant quelques semaines, chaque année, certaines parties de cette chaîne autrement vide se remplissent soudain de mouvements. Les vallées entre les crêtes des Birangas servent de couloir de migration aux troupeaux de rennes sauvages du Taïmyr, le plus grand de toute l'Eurasie. Des centaines de milliers d'animaux traversent le nord de la Sibérie, certaines migrations individuelles atteignant jusqu'à 1500 km. L'une des chaînes de montagnes les moins peuplées de la planète se transforme ainsi, l'espace de quelques semaines, en véritable autoroute pour l'une des plus grandes migrations terrestres au monde. Après une chaîne sibérienne dont le véritable point culminant n'a été correctement identifié que dans les années 90, direction maintenant les profondeurs de la Terre Mary Bird, en Antarctique. D'immenses volcans s'y dressent, dans une région si totalement dépourvue de présence humaine qu'il pourrait bien s'agir non seulement de la chaîne la plus vide de ce classement, mais aussi de l'un des endroits les plus vides de toute la planète. Voici la chaîne en 1re position. La chaîne du comité exécutif porte sans doute le nom le moins captivant jamais donné à une chaîne de volcans gigantesques. L'ensemble de la chaîne a été aperçu pour la première fois depuis un avion en décembre 1940 et a reçu son nom en hommage au comité exécutif des Meledistete, l'expédition qu'il a découverte. Étrangement, personne dans l'équipe n'a pensé à quelque chose de plus inspirant. À son extrémité sud se trouve le mont Sidley, le volcan le plus haut d'Antarctique, qui s'élève à 4285 mètres au-dessus de l'Inland Seas de l'Antarctique occidental. Son sommet est fendu par une caldeira d'environ 5 km de large, assez vaste pour engloutir le centre entier d'une ville. Le mont Sidley fait aussi partie des 7 sommets volcaniques, le volcan le plus haut de chaque continent. Mais contrairement à d'autres sommets volcaniques dans le monde, le véritable défi ici,
c'est tout simplement d'y accéder. Les expéditions encadrées coûtent aujourd'hui entre l'équivalent de 77 000 et près de 100 000 $ par personne, sans compter certains vols internationaux, l'assurance et l'équipement personnel. La majeure partie de cette somme couvre la logistique polaire et les avions spécialisés nécessaires simplement pour déposer une petite équipe au pied d'un volcan que presque personne ne visite. Et bien qu'il fasse partie des 7 sommets volcaniques, le Sidley n'a été gravi qu'en 1990. Et même à ce moment-là, la première personne à en atteindre le sommet ne faisait pas partie d'une expédition d'alpinisme. La première ascension non gouvernementale n'a eu lieu que 21 ans plus tard. Cette équipe s'est posée sur la glace, à environ 16 km du sommet, a skié pendant 7 heures rien que pour installer le camp, puis a passé 13 heures supplémentaires à gravir le pourtour du cratère. Ils ont d'abord cru avoir atteint le sommet, avant de découvrir un autre point, plus haut de quelques mètres, un peu plus loin sur la crête. Ce détail à lui seul résume presque tout ce qu'il faut savoir sur cet endroit. La terre Mary Bird est considérée comme l'une des régions les moins accessibles et les moins visitées de toute l'Antarctique, et certains de ces volcans n'ont fait l'objet que de brèves reconnaissances. La chaîne compte 5 volcans majeurs, le mont Hampton, le mont Artigan, le mont Sidley et le mont Waesh, entre autres. Mais le mont Sidley est le seul dont l'historique d'ascension soit clairement documenté. D'après les archives publiques disponibles, rien n'indique que les autres sommets aient jamais été gravis, ce qui semble presque invraisemblable pour une chaîne de montagnes existant encore au XXIe siècle. La chaîne du comité exécutif peut sembler être le genre d'endroit où l'on organise une ennuyeuse réunion hebdomadaire de bureau. En réalité, il s'agit peut-être bien de l'un des endroits les plus vides de toute la planète. Après tout ça, quelle chaîne de montagnes t'a le plus surpris? Et si tu pouvais explorer l'une d'entre elles, laquelle choisirais-tu? Dis-le-moi en commentaire. N'oublie pas de t'abonner, de laisser un like et un commentaire, car ça permet à des histoires, sur des lieux reculés et vraiment sauvages comme ceux-ci, de continuer à exister. Merci d'avoir regardé et à très vite pour une prochaine vidéo.